Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT LCL FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis le 23 juin et jusqu'au 25 juin, le colloque scientifique Chlordécone Comprendre et Agir se tient à l'Université des Antilles. Le conflit social à la mairie de Fort-de-France continue de perturber le fonctionnement des services municipaux. La start-up américaine Anthropic a suspendu l'accès à ses modèles d'intelligence artificielle les plus avancés en cause une directive du gouvernement américain. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Pourquoi la Corse et pas nous ?» La pensée du jour, la vieillesse ne devient médiocre que lorsqu'elle prend des airs de jeunesse. Santé, si vous avez une plaie, sachez qu'il existe des crèmes cicatrisantes qui peuvent limiter justement le risque de cicatrice. Aujourd'hui, la qualité de l'air est dégradée. La préfecture maintient donc une vigilance renforcée. Demain, la qualité de l'air devrait être moyenne. En mai 2026, les prix à la consommation sont stables sur un mois en Martinique. Ils augmentent de 2% sur un an. Le service d'ORL, chirurgie cervico-faciale et carcinologique du Centre hospitalier universitaire de Martinique propose désormais la coblation, une technique chirurgicale plus sûre et plus confortable pour les jeunes patients nécessitant une amygdalectomie. C'est une première dans les territoires ultramarins. Par ailleurs, le CHU de Martinique déploie la télésurveillance des maladies rénales chroniques avec NephroWise. Chlordécone, comprendre et agir depuis le 23 juin et jusqu'à ce jeudi 25 juin, le colloque scientifique Chlordécone, comprendre et agir s'est tenu à l'Université des Antilles. Ce colloque est organisé par le Comité de pilotage scientifique national avec le soutien de la préfecture de Martinique dans le cadre de la stratégie Chlordécone. Près de 300 chercheurs, experts, professionnels de santé, institutionnels et acteurs de terrain de Martinique et de Guadeloupe y sont réunis jusqu'au 25 juin afin de partager les dernières avancées scientifiques sur la chlordécone et les solutions actuellement à l'étude pour les territoires antillais. Notons que la matinée d'hier, mercredi 24 juin, était consacrée aux impacts de la chlordécone sur la santé humaine et sur les écosystèmes, avec notamment la présentation des résultats de plusieurs travaux portant sur l'exposition des populations, des travailleurs de la filière banane notamment, ainsi que sur les impacts de la molécule sur la fertilité. L'après-midi a été consacré à la réflexion sur le futur démonstrateur territorial, solution chlordécone, qui doit permettre d'accélérer le passage de la recherche vers des solutions concrètes à destination des populations. Ce jeudi 25 juin, la journée a été consacrée à la gestion du risque, aux politiques publiques et aux solutions opérationnelles. Enfin, demain, vendredi 26 juin, le village des chloracteurs sera ouvert au grand public. Il est organisé par la préfecture de Martinique et l'Agence régionale de santé. Des stands, ateliers et animations permettront de mieux comprendre les conséquences néfastes de l'utilisation prolongée du chlordécone et de savoir comment s'en protéger. Le colloque lui-même était d'ailleurs également ouvert au grand public grâce à une retransmission en direct gratuite. Ainsi, ceux qui y ont assisté mardi ont pu mieux comprendre les mécanismes de la contamination. Ajoutons que vendredi se tiendra de 13h15 à 15h15 une table ronde sur le thème « Science et société ». Elle sera suivie par une représentation de la pièce de théâtre Joldou, puis d'un échange avec le public. En 2025, l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, a accompagné plus de 79 000 ultramarins.
L'EFS, l'établissement français du sang, tient à remercier chaleureusement l'ensemble des donneurs, bénévoles, partenaires, associations, collectivités et médias qui se sont mobilisés à l'occasion de la campagne Tous unis par le don. Les dons collectés permettent de soutenir les réserves, mais ne suffisent pas à couvrir durablement les besoins des patients. L'EFS invite donc l'ensemble des personnes éligibles à poursuivre leur mobilisation tout au long de l'année. Afin de marquer le passage des élèves de CM2 en 6e, le maire de la ville de Ducos, Aurélie Nella, les recevra ce vendredi 26 juin, demain donc, à la petite ferme éco située à Bois-Rouge. Lors de cette cérémonie officielle traditionnelle, les enfants auront l'opportunité de participer à différents ateliers qui leur permettront de mieux découvrir les animaux de la ferme, de se détendre et de travailler sur leur préparation mentale. À cette occasion, chaque enfant recevra un diplôme signé du maire. Le conflit social à la mairie de Fort-de-France continue de perturber le fonctionnement des services municipaux. Le syndicat STTM-FAFPT a refusé de signer le protocole d'accord négocié avec la municipalité. Le désaccord porte notamment sur la rédaction du texte relatif aux ressources humaines. Malgré le conflit social à la mairie de Fort-de-France encore non résolu, les écoles de la ville ont néanmoins rouvert leurs portes ce jeudi, mais le service de restauration a été suspendu aujourd'hui après la détection de problèmes de conformité sanitaire. La ville de Schœlcher invite ses habitants à participer aux rencontres citoyennes de Schœlcher le 30 juin à la MJC d'Enclos, le 1er juillet à l'école Plateau-Fofo, le 2 juillet à l'école Batelière, le 3 juillet à l'école d'Ozanam et le 7 juillet à l'école de Font-la-Haye. Toutes les réunions se dérouleront de 18h30 à 20h30. Le Tour cycliste de Martinique édition 2026 se déroulera du 3 au 12 juillet prochain. Événement sportif majeur de l'île, il nécessite un accompagnement médical adéquat. Dans cette optique, une convention a été signée ce jeudi 25 juin entre le CHUM et le comité régional cycliste de Martinique. La justice a rendu mercredi son verdict dans l'affaire du meurtre de Camille Pierre. Après 4 jours de procès devant la cour d'assises, Lionel Griffith a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour les faits commis en 2020 au Marin. Nous vous le disions, la start-up américaine Anthropic a suspendu l'accès à ses modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, quelques jours seulement après leur lancement. En cause, une directive du gouvernement américain invoquant des raisons de sécurité nationale. Les modèles concernés, Fable 5 et Mythos 5, sont parmi les plus puissants développés par l'entreprise. Washington a exigé de restreindre leur accès à tout utilisateur étranger, y compris au sein même de l'entreprise. Incapable de filtrer efficacement et précisément ses utilisateurs, Anthropic a choisi de suspendre totalement leur utilisation. Selon plusieurs sources, cette décision ferait suite à la découverte d'une faille permettant de contourner les garde-fous du système et d'exploiter ses capacités avancées, notamment en cybersécurité. Une perspective jugée sensible par les autorités américaines. Anthropic conteste toutefois cette décision, évoquant un malentendu et estimant que ce type de vulnérabilité ne justifie pas une suspension complète. L'entreprise met en garde contre un précédent qui pourrait freiner l'innovation dans tout le secteur de l'IA. Ces modèles, conçus pour des usages avancés, étaient déjà partiellement bridés sur certains sujets sensibles. Leur version la plus puissante, réservée à un nombre limité d'organisations, est capable d'identifier et d'exploiter des failles informatiques avec une efficacité inédite. Cette affaire illustre les tensions croissantes entre innovation technologique et impératifs de sécurité dans un contexte où les États cherchent à mieux encadrer les capacités des intelligences artificielles les plus avancées. Le grand port maritime de Martinique a inauguré son nouveau terminal bas carbone. L'équipement doit permettre de réduire l'empreinte environnementale des activités portuaires tout en améliorant les performances logistiques de la plateforme.
Les services de surveillance annoncent de nouveaux échouements importants de sargasses sur plusieurs côtes atlantiques et dans le Nord Caraïbe. Les séismes survenus au Venezuela dans la soirée de mercredi, dont l'un est le plus puissant en plus d'un siècle dans le pays, ont été ressentis dans plusieurs secteurs de la Martinique. En septembre, toutes les entreprises françaises devront être capables de recevoir des factures électroniques. En 2027, elles devront être en mesure d'en émettre. Pourtant, selon une enquête IFOP réalisée pour Serre France auprès de 600 dirigeants de TPE-PME, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, un tiers d'entre elles n'a toujours pas choisi de plateforme. Et si 76% des dirigeants interrogés se déclarent bien informés sur la réforme, 68% des entreprises de l'échantillon n'ont pas encore finalisé leur transition. Parmi celles-ci, 34% avouent ne pas être confiantes dans leur capacité à être prêtes à temps. Les entreprises individuelles, notamment, qui ne disposent pas de spécialistes en la matière. Coût de la mise en place, manque de temps et de ressources, nécessité d'adaptation des outils internes, 56% des dirigeants vivent la mise en place de la facturation électronique comme une source de stress. Ce sont les agriculteurs qui affichent le niveau de préoccupation le plus élevé, 61% contre 48% dans le commerce et les services. Beaucoup réclament une assistance personnalisée et des formations en présentiel. Ils ont besoin d'un appui concret, ancré dans leur réalité, un appui que ne leur fournissent pas les webinaires et les guides en ligne. Le véritable enjeu des prochains mois ne sera donc pas d'informer davantage, mais d'accompagner suffisamment. Les associations environnementales tirent la sonnette d'alarme concernant le parc éolien de Grand-Rivière. Selon plusieurs études, plus de 1100 chauves-souris auraient péri depuis la mise en service des installations en 2019. Les autorités sanitaires poursuivent la campagne Juin Vert, consacrée à la prévention du cancer du col de l'utérus. L'ARS, l'Agence régionale de santé, rappelle l'importance du dépistage régulier de la vaccination contre le papillomavirus humain afin de réduire les risques de développement de la maladie. Au Mexique, dans l'État de Querétaro, la multiplication des data centers destinés au stockage de données et à l'intelligence artificielle provoque de fortes tensions locales, surtout autour de l'eau et de l'énergie. Dans certains villages, les habitants n'ont l'eau courante que quelques jours par semaine et doivent acheter de l'eau par camion-citerne, ce qui pèse lourdement sur leur budget. Certains d'entre eux accusent directement l'implantation massive de centres de données près de l'aéroport. Ils estiment que cette construction a aggravé ces pénuries. Si ces entreprises s'installent à Querétaro, c'est parce que la région offre un bon emplacement géographique, une bonne connectivité, notamment une nouvelle fibre vers Phoenix aux États-Unis, des coûts du foncier et de l'énergie plus bas qu'en Amérique du Nord et une main-d'œuvre moins chère. Les autorités locales et fédérales les accueillent très favorablement, espérant investissement, emploi et développement d'une filière IA. Mais la région fait déjà face à un sérieux défi énergétique. Le réseau ne peut quasiment plus supporter de puissance supplémentaire sans gros travaux. Pour continuer à alimenter ces centres, les autorités poussent les entreprises à cofinancer de nouvelles infrastructures électriques, ensuite intégrées au réseau national. Le gouvernement fédéral vise une augmentation importante de la production électrique d'ici 2030 et un développement des énergies renouvelables, mais pour l'instant, la majorité de l'électricité reste d'origine fossile. Avec les data centers, la demande d'électricité dans la région devrait au moins doubler. Or, l'autre point très sensible reste l'eau, indispensable pour refroidir ces usines numériques. Des concessions d'eau très importantes ont été accordées à des géants comme Microsoft sur plusieurs années, alors que les sources d'eau sont déjà surexploitées et qu'une partie de la population n'a pas accès à l'eau courante. Des élus locaux dénoncent une logique où l'eau est traitée comme une marchandise et non comme un droit fondamental et demandent d'interdire ou de limiter les concessions privées.
De leur côté, les responsables politiques favorables aux data centers minimisent l'impact, mettant en avant des systèmes de refroidissement plus modernes, supposés consommer moins d'eau, et le fait que les centres n'émettent pas directement de CO2. Mais les chiffres restent très contestés. Certaines études internationales évoquent des millions de litres d'eau consommés par an pour un seul grand centre, quand l'association professionnelle mexicaine avance des volumes bien plus faibles. À l'horizon 2030, la puissance électrique consommée par les data centers au Mexique pourrait équivaloir à celle d'une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Le gouvernement compte sur ce secteur pour soutenir un vaste plan de développement industriel et hisser le pays parmi les plus grandes puissances économiques mondiales. Mais sur le terrain, entre coupures d'eau, tensions sociales et risques environnementaux, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander un encadrement plus strict de cette croissance numérique. À compter de ce 25 juin, la collectivité territoriale de Martinique lance l'appel à projet Transition numérique de Martinique, destiné à accompagner la transformation numérique et à soutenir des initiatives concrètes dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de la structuration de la filière numérique et de la médiation numérique. Les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un soutien financier du fonds FEDER. La nuit dernière, un incendie a détruit un bâtiment agricole à Bois-Rouge, à Ducos. Il n'y a pas eu de blessés. Dans le prolongement de la circulaire ministérielle du 20 février dernier sur la prévention et le traitement du désordre foncier en Outre-mer, une charte de bonnes pratiques en matière d'indivision successorale a été signée ce mercredi 24 juin à la Cour d'appel de Fort-de-France. L'ambition est de faciliter la sortie des indivisions successorales et d'accompagner les héritiers dans le règlement des successions. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation ? Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation? Tout à fait d'accord. Parce que déjà, je suis saint-anais, je commence à dire, je suis un élève de monsieur Garancin Malsa, qui nous a inculqué des choses, qui nous a montré comment nos ancêtres ont vécu. Donc je suis très, très, très partisan. Réparation. Oui, je suis d'accord pour réclamer réparation, puisqu'il y a d'autres îles qui ont déjà eu, comment dirais-je, qui bénéficient de réparation des colons anglais et tout ça. Donc je suis d'accord. Mais il faut qu'on sache ce qu'on met dedans. Il faut qu'on fasse déjà un projet. Et ce projet-là, si c'est pour de l'argent, pour que ça puisse servir, mais réparation. C'est-à-dire que j'entends réparation, mais je ne sais pas ce qu'on met dans ce projet-là. C'est ça qui me dérange. Il faut qu'on ait des projets pour dire, bon, on a fait ça pour la Martinique et cet argent-là va servir à quelque chose pour nous faire avancer, pour nos jeunes. Oui, tout à fait. Mais, parce qu'il faut. On a assez souffert, donc on a besoin je sais plus comment m'exprimer. Il faut qu'on nos doigts, tout ce qu'on a perdu, quoi. C'est ce qu'il faut. Eh ben, logiquement, il y a déjà un parcours, il y a déjà des démarches qui sont faites pour ceci. Je suis d'accord pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse arriver vraiment au bout de et qu'on reconnaisse au bout de cette démarche pour permettre de reconnaître cette injustice qu'il y a eu envers ces hommes pendant des années et des années. Donc, il serait temps que justice soit faite et qu'ils reconnaissent que voilà, les auteurs reconnaissent vraiment ce qu'ils ont pu commettre comme horreur et parce qu'on est encore toujours un peuple à cause de ça, toujours dans la souffrance et dans le doute. Concernant l'esclavage, êtes-vous d'accord pour réclamer réparation? Enfin oui, je suis d'accord, même si c'est compliqué, mais je suis d'accord, oui. Tout à fait, tout à fait. Je pense que on a trop souffert. Et puis des choses que nous avions au départ que nous possédions, qu'on a pris. Et puis
On nous a donné du bâton jusqu'à nous accrocher par de gros hameçons. Donc je pense qu'il y a trop de souffrance, trop de misère. Donc cela mérite réparation. Alors réclamer réparation, effectivement, oui et non, parce que je me dis que faut pas encore soulever des choses qui ont été dans le temps, il faut avancer. Donc je suis partagée. Je suis oui et je suis non en même temps. Voilà, c'est quelque chose qui me concerne vraiment et je sais pas. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Pourquoi la Corse et pas nous ?» C'est évident, depuis quelque temps, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, mais également ex-président du Parti progressiste martiniquais, apparaît comme le leader du mouvement autonomiste en Martinique. Le Parti progressiste, dont la devise est « Autonomie pour la nation martiniquaise ». Lors du congrès des élus, prenant la parole après le vote de ces derniers en faveur de l'autonomie, M. Letchimy avait déclaré, citons-le, « C'est un moment historique ». Il n'est donc pas surprenant qu'il soit le premier à réagir à la reconnaissance par l'État du droit à l'autonomie pour la Corse. Voilà ce qu'écrit M. Letchimy. L'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République représente une ouverture immense. En reconnaissant la singularité d'un peuple, son droit à la différenciation et sa capacité à se gouverner selon ses propres réalités, la République démontre qu'elle peut évoluer, s'adapter et faire confiance. Nous saluons avec force cette avancée démocratique majeure. Elle porte une vérité universelle. L'émancipation d'un peuple n'affaiblit pas la République, elle la renforce. La Martinique, qui a engagé sa propre démarche d'autonomie normative, adoptée à l'unanimité par son congrès des élus et confirmée par son assemblée en 2025, prend acte de ce signal fort. Il nourrit notre conviction et conforte notre démarche. Fin de citation, et c'est donc signé Serge Letchimy. On observera, concernant la Corse, que le parcours vers l'autonomie n'est pas tout à fait terminé. Le principe a été adopté à l'Assemblée nationale, il doit désormais être voté par le Sénat. Par le Sénat et surtout par les électeurs corses qui seront obligatoirement consultés. Mais ce qui est désormais important pour les régions ultrapériphériques de la France, c'est que le gouvernement soit porteur d'une loi sur l'autonomie. On ne voit pas comment il pourrait refuser à la Réunion, à Mayotte, à la Guadeloupe, à la Guyane ou à la Martinique la possibilité de devenir autonome après l'avoir accordé à la Corse. Les arguments qui ont été avancés pour la Corse peuvent l'être également et encore plus pour tous ces territoires. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Voilà ce que prévoit le nouvel article 72.5 de la Constitution. Le mot Corse peut être facilement remplacé par le nom de n'importe quel autre pays des Outre-mer de la France. Le mouvement autonomiste a donc fait un grand pas vers son objectif, mais, on le sent bien, il en est un autre qui risque de ne pas être facile, pas facile du tout. C'est celui qui consiste à obtenir le oui, l'accord pour l'autonomie des ressortissants de ces régions ultrapériphériques. Les Martiniquais ont porté à leur tête, pendant plusieurs dizaines d'années, un indépendantiste alors que, tous les sondages le montraient, ils étaient très majoritairement hostiles à cette voie, hostiles à l'indépendance. La question peut dès lors très légitimement se poser de savoir si on n'est pas dans le même cas de figure. Une élite politique autonomiste, mais une population qui ne l'est pas. Un avenir sans doute proche le dira pour la Corse. Ce qui est clair,
c'est que la décision prise par le gouvernement de permettre aux Corses d'être autonomes, s'ils le souhaitent, confirme ce que nous disons depuis de longs mois. Nous sommes, nous, à un moment fondamental de notre histoire. Les Martiniquais devront choisir eux aussi d'être des Français comme les autres et donc de mener les mêmes combats et de faire les mêmes rêves que leurs compatriotes de l'Hexagone, ou au contraire, revendiquer d'être différents et diriger leur voie vers la Caraïbe. Question importante, question fondamentale, surtout lorsque l'on observe que les pays de notre zone qui ont choisi de voler de leurs propres ailes sont loin de voler à une hauteur comparable à la nôtre. Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'aorte. Vont situer entre les artères rénales et la bifurcation aortique, soit au niveau de l'abdomen. En grossissant, cette dilatation fragilise la paroi aortique, laquelle est 50 ans ayant des antécédents familiaux d'anévrisme de l'aorte abdominale, les hommes fumeurs ou anciens fumeurs de 60 à 75 ans, les femmes fumeuses à partir de 60 ans, les femmes hypertendues à partir de 60 ans. Le dépistage repose sur l'échographie. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Mylène Jeannot, Jean-Baptiste Adolphe, Cassandra, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.